Bonsoir les gens, alors aujourd'hui, petite vidéo générale sur l'état actuel des relations. Par la suite, je ferai des vidéos plus précises sur les pathologies, parce que je pense que les pathologies sont le centre névralgique de l'échec des relations. On voit des relents communautaires, par exemple une remontée du racisme, un nouveau genre de discrimination qui est justement le genrisme, que j'appelle comme ça, par néologisme, donc c'est-à-dire les masculinistes extrêmes ou les féministes extrêmes. C'est le même schéma en fait, hein. De fond c'est le même schéma, il y a juste les apparats qui changent. La notion d'apparence est la plus trompeuse de toutes les notions, puisqu'on voit dans Sandman qu'on personnalise les notions. Si on devait personnaliser l'apparence au niveau tromperie, on n'en aurait jamais fini. Donc si l'apparence est dissonante par rapport au fond, c'est directement une tromperie. Donc il faut analyser les schémas de fond, et c'est là où on reconnaît les prémices de ce qui va mal tourner, entre guillemets. Et donc ça, c'est pas bon actuellement. Maintenant, tous ces phénomènes, ils découlent de quoi? C'est parce que, comme je dis au départ, les portes se sont ouvertes par la créativité, par l'audace et par les précurseurs surtout. Donc, au départ, ben, il y avait des gens qui n'étaient pas connus et tout ça, qui ont eu des opportunités, mais il y avait un talent à partager. Et donc, ça, c'était positif. Mais un peu comme les soldes, tu as une masse qui arrive comme ça et qui dévalise tout comme les sauterelles dans les champs. Et c'est un peu ce phénomène-là qui est arrivé quand les gens ont vu des opportunités, mais de manière égoïste, tu vois, pas de manière plus transcendante. Alors là, il y a eu de la sincérité, qui est pour moi le mot positif pour vulnérabilité. Je déteste ce mot par rapport à ce qu'il exprime, parce que vulnérabilité, il y a le préfixe vul comme dans vulgaire, et donc ça veut dire faiblesse, tu vois. Donc on dit quelqu'un qui est vulnérable, c'est quelqu'un qui est faible, entre guillemets, tu vois. Oui, donc c'est utiliser le péjoratif pour exprimer quelqu'un qui a le courage de s'exprimer malgré le risque que ça comporte. Mais on parle bien de courage ici, donc je suis désolé, c'est pas le bon mot. Tu vois, quelqu'un qui est sincère et qui prend un risque, il est 10 fois plus courageux que quelqu'un qui est vulnérable en s'enfuyant. Donc quand on parle de vulnérabilité, on devrait plus parler des gens qui refoulent et qui font passer ça pour une forme de sang-froid, tu vois. Et alors que c'est faux. Il y a une dissonance encore ici aussi. Donc, et aussi, bah oui, il faut aussi comprendre que parfois la sincérité, c'est aussi une vulnérabilité cachée. Voilà, il faut contextualiser, comme d'habitude. C'est l'adaptation darwinienne. Donc, j'en reviens à ces mots-là, vulnérabilité, vulgarité. Maintenant que je viens d'expliquer qu'il faut utiliser le mot sincérité plutôt que vulnérabilité, c'est mieux quand on veut parler positivement d'une forme de confession. Maintenant, on va passer au mot vulgaire. On parle de vulgarisation scientifique, mais je n'aime pas ce mot non plus, parce que c'est péjoratif. Ça voudrait dire quoi, la vulgarisation? Ça veut dire être mal poli, grossier. Donc ça veut dire qu'on tire un trait grossier sur le développement d'une équation, alors qu'en fait, on devrait utiliser le mot simplification, parce que la simplification, c'est pas péjoratif, au contraire, ça veut dire on reste juste tout en éliminant le surplus. Ça veut dire, par exemple, vous faites un film, vous faites le montage, il y a des scènes en trop par rapport à la cohérence du scénario, vous retirez ces scènes, votre film est plus qualitatif. Donc c'est pareil avec les équations mathématiques. Parfois, vous avez des éléments en trop qui perturbent votre vision, parce qu'il y a tellement d'éléments comme ça, il y a des équations qui sont géantes. Bah, vous supprimez des éléments qui peuvent être supprimés entre eux parce qu'ils sont équivalents de part et d'autre de l'égal, tu vois, et dans d'autres circonstances aussi. Mais voilà. Donc, faut pas utiliser le mot vulgarisé. C'est un mot qui, dans l'inconscient, signifie quelque chose d'autre. Il faut utiliser le mot simplifié. Donc, quand on parle d'audace et de créativité, il faut parler de sincérité. Quand on parle de simplification, comme Einstein le disait, si vous êtes incapable d'expliquer une théorie à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne l'avez pas assez comprise vous-même. Donc la simplification, c'est ça. C'est-à-dire toi-même, tu as fait le travail en amont de comprendre le plus possible, et quand tu as compris vraiment très bien, bah, tu es capable de simplifier. Les gens qui complexifient justement pour que ça fasse un genre de kraboudja ou de nébuleuse de confusion, c'est parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes, mais qu'ils veulent cacher qu'ils n'ont pas compris à travers des mots compliqués. Tu vois, tu utilises un mot compliqué
que tu comprends pas toi-même. C'est un peu un coup de poker en se disant, si l'autre relève pas le mot compliqué et qu'il a une genre de honte et qu'il se dit merde, j'ai pas compris ce mot-là, mais je vais pas le relever parce que si jamais je le relève, il va et qu'il me l'explique, je vais passer pour un con, alors qu'en fait, les deux personnes n'ont pas compris. C'est-à-dire, la personne qui a envoyé le mot ne le comprend pas, celle qui l'a reçu comprend pas non plus. Du coup, ben, il y a une déconnexion dans le dialogue, et il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Voilà. Donc, j'ai dit que j'avais pas tourné autour du pot, ça fait déjà 5 minutes. Je vais en arriver au point principal de cette vidéo, c'est que on transforme tout en télé-réalité. Donc, c'est parce qu'il y a un mélange qui est en train de se faire entre le monde réel et le monde fictionnel. J'avais fait des prédictions je m'étais trompé sur deux. Rien que ça, normalement, par rapport à tout ce que je m'étais dit. C'était les Google Glass et Glasses le métavers. Alors, le métavers, je l'avais prédit parce que j'avais vu le film Ready Player One avec l'Oasis. Et en fait, je vous ai expliqué que j'avais joué à PlayStation Home et qu'il y avait déjà une genre d'immersion, mais toujours à la troisième personne quand même. Donc, c'était pas si immersif que ça. Mais tu commençais à être immergé dans un monde virtuel qui était un monde à part entière. Tu vois, tu avais un personnage qui vivait une genre de vie réelle, un peu à la GTA, en enlevant toutes les scènes d'action et tout, mais voilà, comme je dis, il y a un truc qui m'avait hyper choqué à ce moment-là, et c'était il y a des années en plus, c'est que tu pouvais entrer dans un magasin pour habiller ton avatar, mais tu donnais du vrai argent. C'est-à-dire tu devais payer enfin, les propriétaires de la console ou du jeu, ou enfin tu vois, mais tu devais payer avec du vrai argent. Et là, j'ai halluciné, je me suis dit, là, on passe dans un autre monde, là. Je dis, les gens vont entrer dans des formes de psychose. Si on a inventé le terme psychose en psychologie, c'est pas pour garnir. La psychose, c'est une dissonance entre l'interprétation du sujet et la réalité en tant que telle. Euh, Il y a des gens qui disent que l'interprétation est absolue, mais ces gens sont complètement psychotiques, parce que pourquoi on aurait inventé le mot réalité alors? T'as des gens, ils vont te sortir des phrases du genre la réalité n'existe pas. Mais mon gars, la réalité n'existe pas. Mais alors quoi? Je sais pas, je vais voir des gremlins débarquer là maintenant, et puis plus une licorne là-bas. Enfin, c'est quoi comme truc? Tu vois? Enfin, je sais pas. Je dis pas que la réalité ne change pas. Je dis qu'à l'instant T où elle est ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est. Tu vois? Ça veut pas dire qu'à un autre instant T, elle n'a pas changé. Mais ça veut dire que s'il n'y a jamais d'ancrage, il y a jamais d'existence. C'est ça que vous comprenez pas, les gens qui pensent comme ça. Enfin bref, je m'égare encore. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on entre dans une psychose programmée. Et c'est super dangereux. Parce que c'est ça qui crée les drames dans l'humanité. Alors, le métavers a échoué parce qu'il n'y avait pas d'immersion. Ça, je l'ai dit aussi. Je dis, dans le management, tu as le point de départ de la création du produit, et puis après, tu as le consommateur qui reçoit le produit fini en main. Mais entre les deux, tu as plein d'étapes, tu vois, pour arriver à ce résultat. Mais il suffit qu'une étape saute et tu n'arrives pas du tout au résultat escompté. Et c'est ce qui s'est passé avec le métavers. Le, le point principal qu'il fallait bien garder entre le point de départ et le consommateur, c'était l'immersion. Et quand j'ai vu le niveau immersif, j'étais abasourdi, mais de manière négative. Par exemple, regardez aux États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle le dôme. Et il y a des gens qui sont prêts à payer des prix exorbitants juste pour aller dans ce dôme parce que ils créent des effets de plus en plus réalistes et les gens sont vraiment en immersion. Maintenant, les cinémas se sont adaptés par rapport aux entreprises télévisuelles. Voilà, je ne vais pas les citer, mais vous connaissez, hein, que vous pouvez avoir sur votre télévision. Mais le cinéma, ils ont dû créer des effets comme au Futuroscope pour réattirer la clientèle parce qu'ils allaient être dépassés. Euh, Moi, je me souviens de ce moment-là, je disais, il faut y aller, il faut créer des effets parce que sinon, vous allez devoir mettre clé sous la porte. Et on aurait dû fermer les cinémas, tu vois, parce que les gens seraient restés chez eux. Si tu as des effets chez toi qui sont peut-être même mieux qu'au cinéma, tu vas pas aller payer une place du prix de ton abonnement mensuel pour un film, alors que tu peux en regarder des dizaines avec des effets meilleurs, tu vois. Donc il a fallu se moderniser pour rester dans la compétition. Et ça a été le cas, et ils ont passé le cap, tant mieux. Mais voilà, maintenant tu as du laser ultra, de l'IMAX, du ScreenX, etc. Et c'est des effets que tu peux pas avoir chez toi, tu vois.
Mais malheureusement, il va y avoir une nouvelle concurrence dans l'avenir, et ça, je ne sais pas comment les cinémas vont faire. C'est le casque virtuel et donc l'immersion dans un genre de métavers. Parce que si tu peux être dans le film, comme si tu le vivais et tout, tu vois. Imagine, t'es dans Star Wars, tu sautes d'un vaisseau à un autre comme ça et t'as l'impression de le faire et tout. Tu vois, tu suis les personnages dans le film et tout. Et tu peux choisir quel personnage tu regardes. Il y avait déjà eu les visions à 360. Je les ai vus sur Facebook et de ça. Surtout, par exemple, avec les petits robots qui sont allés sur Mars ou quoi. Ils ont ça, ils ont une perspective à 360. Ce petit robot-là, on le voit dans Stargate, comme quoi ils étaient précurseurs dans Stargate. Parce qu'à cette époque-là, quand le film est sorti, je crois pas qu'il y avait déjà ces missions-là qui avaient été lancées. Faudrait que je me renseigne, c'est peut-être le cas, mais je suis pas sûr. Pour moi, il y a peut-être un anachronisme, mais je suis pas sûr. Donc c'est à mettre dans la case du doute, et le doute doit être vérifié, ou l'information doit être jetée, comme je l'avais déjà bien expliqué dans mon sas quantique cérébral. Alors, ma vidéo sas quantique cérébral. Théorie que j'ai inventée aussi, d'ailleurs, en passant. Alors, ouais, je suis déjà à 11 minutes, j'ai quand même tourné autour du pot, hein. Mais je vais vraiment aller à l'essentiel pour terminer et pas faire une vidéo trop longue. Comme je dis, la télé-réalité est en train de devenir dans notre réalité, donc le voyeurisme et l'exhibitionnisme augmentent de manière assez pathologique. Et en fait, à terme, on pourrait tous devenir des Truman, comme dans le Truman Show. C'est-à-dire, on serait acteur d'une vie superficielle, tout en étant observé par des gens eux-mêmes superficiels qui ont eux aussi une vie superficielle qu'ils mènent. Donc on serait tous dans des mondes parallèles, sans jamais se côtoyer. Et ça me fait penser au film Les Autres avec Nicole Kidman, qui m'a fait penser à une théorie que j'ai sortie il y a des années par rapport à ce film. Donc c'est ce film qui m'a mis sur la voie, mais je trouvais ça très intéressant. On voit que au début, enfin je vous spoil, si vous avez jamais vu ce film-là, allez le voir et revenez après, mais voilà, c'est un vieux film, donc je vous spoil. Normalement, tout le monde l'a vu, là. Mais bon, on ne sait jamais que des gens soient passés à côté et qu'ils aimeraient bien le voir. Et c'est un film à très grand suspense. Et donc, ce que je vais dire maintenant, ça va vous le gâcher complètement. Donc, si vous voulez, regardez-le d'abord. Et revenez finir la vidéo. Bon, j'y vais, je spoil. Donc, dans ce film-là, on croit que Nicole Kidman et ses enfants, enfin, et la servante, je crois, enfin, je me souviens plus exactement, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu, j'ai juste retenu les idées principales, comme je fais chaque fois, comme quand je lis les livres et tout. Mais l'idée principale de ce film, c'est qu'en fait, Nicole Kidman et ses enfants sont morts. Et en fait, tu crois qu'ils sont hantés, que c'est une maison hantée, tout le film, c'est un film d'épouvante, c'est pas un film d'horreur. La différence entre épouvante et horreur, je vous la fais vite fait, c'est épouvante, c'est de la suggestion. Tu fais peur par des suggestions, tout le temps, du suspense, tu vois. Et horreur, c'est quand le sang gicle, qu'il y a des morceaux partout. Enfin, tu vois, c'est de l'action avec de la violence, l'horreur. Donc vous pouvez avoir des films d'horreur épouvante. Donc vous avez des trucs qui giclent partout et en même temps vous avez du suspense. Où vous pouvez avoir que de l'horreur, il n'y a pas de suspense, mais ça gicle partout. Ou que de l'épouvante, où il y a absolument pas une goutte de sang, mais vous avez peur bien plus que si vous aviez regardé un film d'horreur. Moi, c'est les films que j'aime le moins, c'est les films d'épouvante, personnellement. Mais bon, encore une fois, je tourne autour du pot, je reviens. Donc, dans ce film-là, en fait, c'est Nicole Kidman et ses enfants qui sont morts, mais depuis le début du film, vous croyez qu'ils sont hantés et qu'ils sont hantés par des morts, mais en fait, c'est des gens vivants qui sont eux hantés par Nicole Kidman, ses enfants, la servante et tout ça. Et tu te rends compte de ça qu'à la fin du film, tu vois. En fait, il y a cette perspective-là de la société fictive qu'on est en train de créer. On est en train de devenir des spectres. Spectre qui vient de spectare en latin, qui veut dire regarder, tu vois. Et il n'y a pas de matérialisation. On voit ça dans le film Ghost avec Patrick Swayze. Quand il devient un fantôme, il passe à travers tout. Il peut plus rien toucher. Il y a un autre fantôme qui va lui apprendre comment faire. Voilà, c'est de la science-fiction. Moi, ma théorie, c'était que il faut prendre comme hypothèse que nous sommes dans un multivers et que donc un univers serait une genre de cellule et que parfois les cellules se frottent. Quand une cellule frotte une autre, il y a un contact entre deux univers et peut-être que certaines informations passent d'un univers à un autre, et c'est là que vous avez peut-être une apparition fantomatique. Donc, ce que les gens verraient, un peu comme les ovnis. Je rappelle qu'ovni, ça veut pas dire soucoupe volante, ça veut dire objet volant non identifié. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi capable d'être dans le ciel, mais que tu sais pas l'identifier par rapport à ton point de vue,
à ta capacité à voir, etc. Donc c'est ça que ça dit. Il pourrait y avoir la même pour des phénomènes inexpliqués, et c'est la théorie que j'avais. Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'on est en train de créer un grand show, mais qui est dépourvu de tout fond. Et c'est ça que je voulais dire. Les relations, on voit de plus en plus, c'est comme ça devient... Les gens sont à fond dans les détails à la con, des exigences de plus en plus hors sol, qui ne correspondent plus à la condition humaine. Donc on est plus dans le fantasme d'une image qu'on se fait des gens plutôt que de ce qu'on peut construire réellement avec eux en fonction de leur disponibilité, de leurs possibilités. Vous voyez, donc ça devient un grand n'importe quoi, tu vois. Faudrait qu'il y ait plus de managers qui viennent un peu remettre un peu de l'ordre là-dedans parce que c'est vraiment fouillis. Mais moi, je pense que c'est voulu parce que pendant que la plèbe est distraite, ça vient de l'époque romaine, ceux qui ont le pouvoir, ils peuvent mettre en place leurs projets comme ils veulent sans être ennuyés. Et donc, le fait de transformer la société en cours de récré de gens qui se disputent pour rien et qui sont tellement matrixés qu'ils ne voient que leur petit quotidien déjà tracé comme un trajet préprogrammé, voilà. C'est ça qui est triste, les gens. Bon, je vais terminer parce que là, vraiment, j'abuse. Ça va faire 17 minutes. J'espère que je vous ai appris des trucs dans cette vidéo, malgré le fait que j'ai quand même pas mal tourné autour du pot. Mais en fait, l'essentiel, vraiment vers lequel je voulais aller, c'était vers la séquestrisation de la société. Quand tu regardes dans cette émission-là, ils ont été mis comme des hamsters en cage pendant des semaines, voire des mois. Leur but, c'est de créer des fonds conflits, des mises en scène et de ça, pour captiver le spectateur, parce qu'on connaît dans la loi de la demande que le sensationnalisme attire toujours 10 fois plus que ce qui est fade. Voilà. Imagine, au niveau de la présentation, t'es fade, t'es comme ça, les gens, ils vont se barrer parce qu'ils vont sentir l'ennui. Euh, Aussi, si tu crées un magasin et que tu mets ne venez pas ici, c'est pourri, puis que tu mets des décorations d'Halloween en plein milieu de l'année, les gens vont se dire c'est quoi ce truc bizarre, vas-y, j'y vais pas, j'ai peur, je sais pas quoi. Donc, si t'es répulsif au niveau commercial, les gens ne verront jamais ton produit, tu vois. Et c'est ça la société qu'on construit, c'est que on est tellement nombreux, en fait, 8 milliards, on est trop, tu vois. Et donc, il n'y a pas assez de place au niveau de l'attention pour tout le monde, entre guillemets. Donc, ils se mettent tous en compétition pour capter le plus d'attention. Il n'y a plus que ça qui compte. Le fond, tel que la générosité, l'altruisme, la compassion, la compréhension et toutes ces belles notions sont mises à la poubelle parce qu'on n'a plus le temps. On doit courir après l'attention, les gens. Il faut qu'on soit vu. Si on n'est pas vu, on disparaît. Tu vois, c'est comme Kerry James, le rappeur, qui avait dit maintenant, ce n'est plus être ou ne pas être, c'est paraître ou disparaître. C'est vraiment la phrase qui définit l'époque dans laquelle on est en train d'aller, qui est très toxique, les gens. C'est pour ça que je vais reparler de ça plus précisément dans d'autres vidéos. Mais en fait, il faut que les gens se sentent sur eux, parce que dans le bouddhisme, ils disent que, que je sais plus si c'est dans le bouddhisme ou en tout cas un autre culte, mais il y a un culte qui dit que Dieu s'est caché là où les hommes ne penseraient jamais à le chercher, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Tu vois? Et justement, le fait de se faire tout le temps, de se faire tout le temps extirper de soi, tu vois, à courir après l'argent, à courir après l'attention, à courir, est-ce que finalement on se déconnecte pas du sens profond? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et moi, je pense que si. Et ça se voit et tout le monde le voit, mais personne ne sait dire pourquoi c'est comme ça, comment il faut faire pour plus que ce soit comme ça, etc. Donc il est temps de chercher par rapport à ça. Voilà. Donc je vous laisse passer une bonne nuit.